Bienvenue sur ce dernier Art Café de l'année 2022. Aujourd'hui, c'est un Art Café assez spécial puisque pour ceux qui ont suivi un peu l'affaire, le 6 octobre dernier, il y avait un colloque organisé par le CODES et le groupe de travail alcool et grossesse sur le Vaucluse qui a eu lieu. Et donc Guylaine Bénèche, qui est l'intervenante d'aujourd'hui, devait intervenir et n'avait pas pu intervenir. Donc en fait, on a réorganisé son intervention aujourd'hui. Donc cette intervention, comme vous avez pu le voir, en fait, elle se nomme Les nouveaux usages de l'alcool chez les jeunes et les représentations sociales comprendre pour agir en prévention. Donc, Guylaine est consultante et formatrice en santé publique et puis spécialement spécialiste de l'alcool à l'adolescence. Voilà, et puis, voilà, vous avez écrit aussi pas mal de quelques ouvrages qui sont disponibles en cherchant sur Internet. Voilà. Je vais vous laisser la parole et puis en fait, comme d'habitude, vous pouvez laisser vos questions dans la partie message et en fin d'intervention, on essayera d'y répondre. Voilà. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup à Arcasud pour cette invitation. Et effectivement, je n'avais pas pu venir pour cause de Covid à la conférence, mais on a réorganisé pour quand même pouvoir partager ensemble sur la thématique. Que vous dire, écoutez, je vais faire un partage d'écran, ce sera plus simple. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Alors, voici la formule à laquelle on a pensé pour ce matin. On a divisé cette heure en trois blocs, 20 minutes à peu près, 15-20 minutes chacun. Dans un premier temps, on va essayer de recenser un peu les données qu'on a sur la consommation d'alcool des jeunes. Ensuite, on va se demander, mais pourquoi les jeunes boivent-ils de l'alcool? Pourquoi ceux qui boivent beaucoup? Donc, on va explorer ce qu'on appelle les déterminants. Et puis, enfin, on terminera par quelques mots sur les mesures de prévention efficaces que nous disent les recherches scientifiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour infléchir les usages d'alcool chez les jeunes? Chacun de ces temps, donc je vous disais, va durer 15-20 minutes. Et on a une formule, alors qui va être expérimentale, je crois. Bernard, on va expérimenter une formule de quiz. On commencera à chaque fois par une petite question que je vous poserai. Vous allez pouvoir répondre en ligne. Et si tout va bien, Bernard va pouvoir partager avec le groupe vos réponses. Ça nous permet en fait d'avoir déjà quelques-unes de vos idées sur le sujet. Ensuite, j'ai des diapos que je déroulerai, donc à chaque fois quelques petites diapos, genre 10 minutes, mais je ne vais pas parler toute seule. L'idée, c'est vraiment ensuite d'avoir un temps d'échange. Vous allez pouvoir me poser des questions et puis surtout partager. Je suis sûre que plein d'entre vous ont des expériences, des remarques à faire. Donc, on va essayer de faire ça le plus interactif possible. Ça va pour vous? C'est bon. Alors, on commence. Alors d'abord, quelques données. Que savons-nous de la consommation, des usages d'alcool des jeunes Français? Alors voici le premier quiz, la première question qu'on avait envie de vous poser. Selon vous, la consommation d'alcool des jeunes J'ai juste Français, un problème, pardon, je suis désolé de vous couper. ouais. Quelqu'un a pris la main sur ma connexion, c'est que j'ai plus accès au sondage. Est-ce que c'est parce que j'ai le partage d'écran? Normalement, non. Non, ça par Mais rapport. quelqu'un a pris la main sur quelqu'un de l'équipe? C'est pas grave, on va le faire Ouais. de vive voix. On va le faire de vive voix. Est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre à cette question? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'après vous? Est-ce que la consommation d'alcool des jeunes a augmenté au cours des 20 dernières années? Bonjour, Bonjour. moi c'est Anouk Lépicier, je fais partie de la Mutualité française et je pense pas que la consommation d'alcool a augmenté. Par contre, je pense que c'est l'alcool qu'ils consomment qui est peut-être différent. OK. Donc, le mode de consommation qui a changé, mais pas tellement finalement la quantité consommée, c'est ça? Oui, je pense, ouais. Mm, mm. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Moi, je dirais pareil qu'il n'y a pas plus de consommation, mais qu'aujourd'hui,
comme on l'étudie un peu plus, Ouais. en fait, on a l'impression qu'il y a plus de consommation, mais aujourd'hui, en fait, on a des données qui sont plus parlantes peut-être par rapport à quelques années. Ouais, d'accord. Donc, Moi, ce je serait pense, notre regard, finalement, notre intérêt pour le sujet Oui, qui voilà. serait un biais. moi, je pense que je crois que les jeunes filles ont tendance à plus consommer qu'avant et donc que leur consommation rattrape celle des garçons. Ouais, ok. Donc, une différence selon le genre. Ok, et ben on va voir ça. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que ma question, je vois très très souvent des jeunes qui me disent qu'ils vont boire de la vodka avec du jus d'orange, whisky, coca, etc. Et puis, vous avez aussi les usages de vin qui existent. Un tiers des mineurs de 17 ans qui a bu du vin lors de sa dernière consommation. Donc voilà, pour relativiser encore la petite diminution de la consommation d'alcool des mineurs, vous voyez ici, si on compare avec ce petit pays qui est l'Islande, qui à la fin des années 90 a mis en place une politique de prévention ambitieuse, ben, vous voyez qu'en Islande, en 1998, vous aviez 42% des mineurs qui déclaraient avoir été ivres au cours du mois, donc on est dans des proportions à peu près semblables à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et suite à la politique islandaise très ambitieuse, eh ben, la consommation des mineurs a vraiment chuté. Et c'est la même chose pour le tabac, pour le cannabis. Donc on voit qu'une politique ambitieuse dans certains pays a réussi à faire baisser les consommations. Un petit mot sur les usages, comment les jeunes commencent à découvrir l'alcool en France. Alors on a une caractéristique, nous les Français, cocorico, par rapport au reste de l'Europe, c'est que c'est nous qui initions nos enfants à la consommation d'alcool en famille. C'est d'ailleurs le seul psychotrope auquel nous initions nos enfants dès le plus jeune âge. Vous voyez, on a 49% des préados à 13 ans en France qui ont déjà bu de l'alcool, ce qui est vraiment ce qui nous place en tête des pays européens. Et les ados, quand on les interroge, ils expliquent qu'en fait, ils n'ont pas aimé cette première initiation le plus souvent. Et ils trouvent que c'était pas bon, qu'il y a eu des pressions. Alors voilà, c'est les parents, les grands-parents. Souvent, c'est dans des fêtes de famille. Alors des fois, ils veulent essayer. Hein, ils sont souvent là. Vous savez sans doute si vous avez des enfants. Ils disent est-ce que je peux goûter. Mais ils t'expliquent quand même cette première expérimentation, elle n'était pas agréable et c'était sous la pression familiale. Et que pour eux, la vraie première expérimentation de l'alcool, ça se fait un peu plus tard, au moment des premières sorties vers 15-16 ans avec des copains. Et puis, la première ivresse, c'est aussi un moment déterminant. Pour relativiser mes propos, on voit quand même qu'il y a une diminution de cette proportion d'enfants qui goûtent de l'alcool. Les parents d'aujourd'hui commencent quand même à se dire que non, c'est peut-être pas une bonne idée de faire goûter de l'alcool, on va retarder ça. Donc, on a quand même on est à 50%, mais ça a quand même diminué au cours des dernières années. Voilà. Mais ça reste encore un enjeu. Alors, l'alcool, c'est le produit le plus consommé à l'adolescence. 86% des mineurs à 17 ans en ont déjà consommé. Donc, c'est plus que le tabac, 59%, plus que le cannabis et bien sûr beaucoup plus que les drogues illicites. Donc, c'est le produit le plus répandu, notamment chez les mineurs. Je vous le disais tout à l'heure, on a des pratiques d'alcoolisation ponctuelle importantes qui se rencontrent souvent avec presque un jeune sur deux, un peu plus les garçons que les filles, qui disent avoir au moins une fois au cours du mois écoulé consommé de l'alcool de manière importante. Je vous parle des 17 ans, donc qui en théorie ne pourraient pas, n'ont pas le droit ne peuvent pas se procurer de l'alcool puisqu'il est interdit de vendre ou de céder à titre gratuit de l'alcool à un mineur, mais ils expliquent qu'ils n'ont absolument aucune difficulté à se procurer de l'alcool. L'alcool est extrêmement accessible pour les mineurs et nous avons un mineur sur 5 qui déclare même être de manière répétée au cours du mois, pratiqué de manière répétée, les alcoolisations ponctuelles importantes. Pourquoi c'est important de s'intéresser à cette tranche d'âge? Tout simplement parce que l'adolescence, c'est une période entre l'enfance et l'âge adulte qui se caractérise par un processus de maturation cérébrale. Par définition, un adolescent, c'est un enfant qui n'a pas terminé sa croissance et du point de vue du cerveau, on reste adolescent jusqu'à 25 ans.
Et c'est très, très important. D'ailleurs, il y a des pays comme en Australie avec des grandes campagnes de sensibilisation vers les parents pour expliquer que jusqu'à 25 ans, le cerveau de l'adolescent, puisqu'on peut dire qu'on est ado jusqu'à 24-25 ans, on devient adulte quand notre cerveau a achevé sa maturation cérébrale, et bien jusqu'à 25 ans, ce jeune cerveau, il est beaucoup plus vulnérable et ne réagit pas de la même manière à l'alcool et d'ailleurs aux autres substances psychoactives. La dégradation neuronale est plus importante, on le voit sur IRM, hein, les alcoolisations ponctuelles importantes génèrent plus de dommages dans les jeunes cerveaux, l'addiction peut s'installer plus vite, enfin pour un grand nombre de raisons, il est très important de s'intéresser à la consommation dans cette tranche d'âge particulièrement vulnérable de la vie. Voilà pour cette première petite partie. Est-ce que ça fait écho à ce que vous saviez déjà? Ça vous confirme? Est-ce qu'il y a des questions, des précisions, des remarques? Oui, moi j'avais une petite question. Est-ce que vous savez, sur ces pays justement là qui ont fait des grandes campagnes de prévention, qu'est-ce qu'ils ont mis en place concrètement? Est-ce que vous savez un petit peu Oui. On en reparlera tout à l'heure, mais je peux vous en dire un mot. En fait, je vous donne l'exemple de l'Islande. Alors, c'est difficile de comparer l'Islande et la France, hein. C'est un petit pays, 500 000 habitants, il n'y a pas d'industrie de l'alcool, enfin, c'est un tout autre contexte. Mais ça reste intéressant de savoir. Ce qu'ils ont mis en place en Islande, ils se sont dit, on va essayer de comprendre pourquoi nos mineurs consomment autant, puis on va flécher nos réponses et puis on va mettre en place un ensemble de réponses. Pas une réponse unique, un ensemble de réponses. Et ils ont fait venir un spécialiste du cerveau, un Américain, qui est venu. Ils ont réuni des travailleurs sociaux, enfin, ils ont fait vraiment, et ils ont essayé de comprendre ce que recherchent les mineurs quand ils consomment. Et ils se sont dit, mais en fait, nos mineurs, ce qu'ils veulent, c'est être high. Ils cherchent des sensations. Donc, en fait, nous, on va essayer, je vous schématise l'idée, on va essayer de leur apporter ces sensations, mais autrement. On va leur proposer des alternatives. Et puis, on va aussi bien cadrer la vente, on va sensibiliser les parents. Alors, ils sont allés très loin. Ils ont mis en place plein de propositions alternatives pour avoir un plus grand accès au sport, aux loisirs, à la culture, avec des chèques pour les familles. Ils ont fait des campagnes vers les parents pour leur expliquer que c'était leur rôle de parler aux ados, de passer du temps avec leurs ados. Il y a même eu une journée nationale de la prévention avec le Premier ministre qui parle. C'est important de parler d'alcool et des autres drogues avec vos ados. Enfin, vous voyez, et surtout, c'était porté par le Premier ministre lui-même et ils ont écouté les recommandations des spécialistes de l'adolescence et notamment du cerveau des ados. Ils ont mobilisé les collectivités locales, ils ont sensibilisé les vendeurs, le monde économique, ils ont augmenté l'âge d'accès à l'alcool. Pas possible d'acheter de l'alcool avant 21 ans. Donc, ils ont mis un programme à composantes multiples en place de façon à répondre aux différents enjeux et à mobiliser tout le monde, à commencer par les familles. Voilà. J'étais un petit peu longue, mais c'est vrai que c'est très intéressant de se dire que quand on veut, on peut, quoi. Exactement, c'est très inspirant. Ouais. Tout à fait. Ouais. Merci. Après juste sur la question de la vente de l'alcool aux mineurs, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Parce qu'en France aussi, c'est interdit, mais on sait très bien que derrière, s'il n'y a pas de contrôle, quand on est mineur, c'est assez facile aujourd'hui d'acheter de l'alcool. Hein. On l'a tous fait, peut-être pas tous, mais en tout cas, quand j'étais ado, j'ai pu le faire également, quoi. Ah ben oui, de toute façon, les études le montrent. Hein. L'Association Addiction France a fait une étude expérimentale dans l'Ouest. 80 ou 85% des magasins avaient vendu de l'alcool à des mineurs durant l'étude. Donc, on a un accès très facile. Alors, en Islande, déjà, ils ont relevé, partie des recommandations des scientifiques, ils ont relevé l'âge à 21 ans. Nous, c'est 18 ans, c'est déjà mieux que dans certains pays où on est resté à 16, comme en Belgique, mais ils ont augmenté 21 ans. Et puis, ils ont surtout fait un gros travail de sensibilisation, ils ont mobilisé des journalistes. Enfin, les représentations autour de la vente aux mineurs ont évolué, ça devenait moins normal, banal. Et puis, avec aussi des contrôles policiers, parce qu'on sait que ce qui fonctionne, malheureusement, c'est la répression concernant la vente aux mineurs. Donc, si un établissement, il a le sentiment de pouvoir le faire en toute impunité, ce qui est le cas en France,
en fait, il va fermer les yeux, il va continuer à vendre. Ce qui fonctionne, c'est des contrôles, des sanctions, des fermetures administratives pour que l'établissement, il se dise, ben moi là, non seulement j'ai une responsabilité sociétale, mais ma responsabilité peut aussi être engagée. Là, par exemple, en France, en ce moment, il y a un procès d'une marque qui a vendu de la vodka à un mineur qui est décédé. La famille porte plainte, mais ce qu'elle demande, c'est 4 000 euros pour le préjudice. À l'étranger, la même marque a eu une fermeture administrative. Donc, vous voyez, il y a un décalage entre ce qu'on recherche à atteindre et les moyens qu'on se donne. Est-ce qu'il y a d'autres des remarques peut-être Ok, ben je vous propose de passer à la seconde partie, même si on a un petit peu anticipé. Les déterminants de la consommation. Donc, vous savez qu'en santé publique, on utilise ce terme, hein, les déterminants, pour faire référence à tous les facteurs qui vont influencer un comportement de santé, soit en incitant à adopter un comportement ou en protégeant, en dissuadant. C'est l'ensemble de ces facteurs. C'est important de s'y intéresser parce qu'on le voit avec l'exemple à l'instant de l'Islande. Si on ne s'attaque pas précisément à ces déterminants, ben, on ne fait que des ronds dans l'eau. En fait, on intervient juste en surface. Quand on a un problème dans la vie, autant prendre le problème par la racine pour s'en débarrasser plutôt que de prendre des petites mesurettes décoratives. Alors, à votre avis, justement, dans ces déterminants, dans les motivations des mineurs à boire, je vois que le sondage s'ouvre. Selon vous, quand on demande à un mineur pourquoi il boit de l'alcool, la réponse la plus fréquente, est-ce que c'est pour oublier mes soucis, faire la fête, pour me calmer ou pour vaincre ma timidité? Donc, je te laisse, Bernard. Je vous laisse répondre. Vous avez tous accès au sondage? Ah non, vous ne le voyez pas? Ah, il n'y a que sur mon écran. Moi, il y a plein de gens qui répondent, donc les gens le voient. C'est passé, il n'y a pas de souci. Alors, c'est peut-être alors peut-être que sur les téléphones, pour ceux, ça marche peut-être pas sur les téléphones, je sais pas. Je vois quelqu'un qui me dit non, les autres, ça passe. Ok, donc pour ceux qui peuvent répondre, faites-le et puis on va discuter après hein, des réponses de toute manière. Là, il y a 30 personnes sur les 42 qui ont répondu. Ça veut dire qu'il y en aurait 12 qui n'auraient pas accès. Oui, c'est peut-être les smartphones. Est-ce que vous voyez les résultats ou il n'y a que moi qui les vois? Non, moi, je ne les vois pas. D'accord. Je ne vais pas répondre, moi. Moi, je peux répondre, mais je ne vais pas répondre. Donc, 69%, je vais donner les résultats. Donc, 69% ont répondu pour faire la fête. 28% pour vaincre ma timidité. 3% pour oublier mes soucis et 3% pour me calmer. D'accord. Ok, bon, mais c'est intéressant. Hop, j'avais arrêté, ça marche. Voilà. Alors, effectivement, est-ce que je peux reprendre la main sur le diaporama? Ouais. Oui, c'est bon. Ouais, donc effectivement, hein, le motif principal, c'est pour faire la fête. Alors, certains vont effectivement préciser, ça me permet d'être désinhibé, d'être moins timide. En tout cas, il y a cette idée, mais vraiment très, très forte, très ancrée dans les représentations des mineurs et des adultes aussi, hein, si on veut être vraiment bien honnête avec nous-mêmes, il y a cette idée que l'alcool est indispensable pour faire la fête. Ce qui est finalement peu étonnant, parce que tout à l'heure, je vous disais, nous initions en famille nos enfants à l'alcool, on leur sert un petit peu de champagne, un petit peu de vin, pour leur faire partager la fête familiale ou autre. Donc, et puis, ils nous voient à l'apéro dès le plus jeune âge. Ils voient bien que les parents, dans les familles, quand des copains passent à la maison, quand il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On sert un verre d'alcool. D'ailleurs, dans les questions en population adulte, la grande majorité des Français considèrent que servir de l'alcool à des invités, c'est un élément essentiel à la convivialité et finalement qu'il n'y a pas de fête sans alcool. Enfin, c'est dans nos représentations en France, l'alcool est synonyme de la fête et de la convivialité. Donc, c'est peu surprenant finalement qu'à l'adolescence,
C'est vraiment la première des idées. Pour un ado, pour un mineur de 15-16 ans, une fête sans alcool, c'est pas une fête, c'est une petite boum d'enfance. C'est la fête, voilà. Moins de jeunes, ils sont assez rares, les jeunes qui déclarent boire de l'alcool pour se calmer. D'ailleurs, et peut-être les personnes qui ont répondu, ce sont peut-être des personnes qui travaillent auprès de jeunes en difficulté. Quand un jeune vous dit qu'il a besoin d'alcool pour se calmer, pour apaiser, oublier ses soucis ou gérer une souffrance intérieure, alerte rouge, les motivations de ce genre, c'est encore d'autant plus inquiétant. Donc, on a chez les jeunes vraiment cette idée qu'il n'y a pas de fête sans alcool. Pour connaître les représentations des mineurs, hyper intéressant, peut-être vous avez déjà consulté cette enquête à Ramis de l'OFDT qui a mené des entretiens avec des mineurs sur les différentes motivations et représentations autour des produits. Et donc, l'enquête à Ramis nous confirme que l'alcool, c'est considéré comme banal. Et plus que ça même, c'est que l'alcoolisation importante est devenue une norme. C'est-à-dire qu'il y a une définition, un concept de la transgression qui a évolué. Je m'explique. Il y a 20-30 ans, s'alcooliser de manière importante quand on était mineur, ça se faisait, mais on avait quand même le sentiment de transgresser quelque chose. On était dans la transgression, on ne le racontait pas trop aux parents, on était un peu subversif. Il y avait quelque chose dans les ivresses des années 80-90, une conscience que, voilà, c'était pas la pratique normée, qu'on faisait quelque chose. Aujourd'hui, ce qui a changé, nous dit l'OFDT, c'est qu'un mineur qui s'alcoolise de manière importante, il a le sentiment de faire juste quelque chose de banal et de normal. Il y a des pressions à s'alcooliser de manière importante, il y a une normalisation et il n'y a plus vraiment le sentiment de faire quelque chose de transgressif. Moi, je suis toujours étonnée quand je vois des mineurs en présence de leurs parents qui racontent leur cuite, qui racontent leur ivresse importante, comme si, voilà, il n'y a pas de cadre et c'est juste la norme et tout le monde le fait. Vous voyez, c'est ça vraiment qui a changé. C'est cette idée qu'on ne peut pas faire la fête sans se mettre la tête à l'envers et que tout le monde le fait. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos jeunes qui sont de plus en plus nombreux à ne pas boire d'alcool, finalement, c'est eux les nouveaux subversifs. C'est eux qui font quelque chose de hors norme. Et qui, d'ailleurs, ça nécessite pas mal de cran, parce qu'ils le disent, c'est pas évident de ne pas boire d'alcool en soirée quand on a 17 ans. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est inversé dans le rapport à la norme. C'est très différent de ce qu'on a sur le tabac. On a eu des politiques fortes sur le tabac. Les mineurs, quand vous les interrogez, ils associent tout de suite le tabac, même si certains fument, ils associent le tabac à la mort, au cancer. Il y a une véritable dénormalisation de l'usage du tabac, contrairement à l'alcool. Donc ça, c'est vraiment très important. J'ai pas d'heure, vous me dites si, parce que moi je bavarde, mais j'ai pas l'heure devant moi, je voudrais pas dépasser. Il y a une personne qui a levé la main. Ok. Il est 8h30, juste ouais, pour... merci, ça y est, j'ai mis mon écran là. Excusez-moi, alors je ne Oui. sais pas si vous allez l'aborder peut-être après. Par contre, la nouveauté depuis quand même quelques années, c'est le fait que justement les jeunes qui ne s'alcoolisent pas excessivement prennent soin des autres. Enfin, nous, on voit ça beaucoup dans les associations. Il y a des SAM, évidemment, mais aussi Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Je sais pas si vous voulez en parler. Oui, non, mais c'est une excellente remarque. Effectivement, d'ailleurs, ça a fait écho aux campagnes de Santé publique France Santé publique France a développé toute une campagne invitant amis aussi en soirée, sensibilisant les jeunes au soutien c'est important, le groupe dans cette tranche d'âge. Et effectivement, parfois, ceux qui ne consomment pas le font aussi parce qu'ils ont conscience des risques et qu'ils ne peuvent pas les prendre pour eux-mêmes et qu'ils se sentent investis aussi de cette envie de protéger les copines, les copains. On l'entend souvent. Après, ça reste une lourde responsabilité quand même que de se dire que... Mais ceci dit,
l'adolescence, c'est quand même la période de la vie qui se caractérise par la solidarité entre les membres du groupe, entre voilà, l'entraide, le soutien. Le groupe est très, très important à l'adolescence. Oui, Si et ça répond, ce qui n'existait pas, par exemple, quand j'étais jeune, moi. C'était oui, beaucoup plus, c'était plus rare, en fait. alors, on a peut-être, comme le disait tout à l'heure Bernard, on a une plus grande prise de conscience aussi. Enfin, je veux dire, on a plein de faits divers qui se sont accumulés, on en parle davantage. Donc aujourd'hui, les jeunes savent quand même qu'il y a des risques autour de la consommation. Beaucoup d'entre eux ont déjà expérimenté, par exemple, le coma éthylique ou celui d'un proche. Donc, ils ont quand même, ils ont conscience de l'importance aussi de réagir parce que si on le fait pas, la conséquence peut être dramatique. Donc, il y a peut-être une plus grande prise de conscience, en effet, des risques. Tout à fait. Et le permis de conduire également, qui Oui, est plus difficile à obtenir, donc ils y tiennent plus. Donc voilà. oui. Alors, on a beaucoup centré quand même le propos sur les risques routiers, avec des campagnes, etc. Mais le problème, c'est que ça fait occulter d'autres risques, les risques d'agression sexuelle, les risques de violence. Enfin, il y a un certain nombre d'autres risques qu'il ne faut pas oublier. Pour reprendre quand même sur les déterminants des consommations, donc là, je vous parle de déterminants liés aux représentations, mais en fait, en santé publique en général, il y a plusieurs grands déterminants. Il y a des déterminants individuels, chaque personne est différente, des déterminants familiaux, selon la famille dans laquelle vous naissez, vous allez être plus ou moins à risque de développer des problématiques de consommation plus tard, votre environnement, le lycée que vous fréquentez, le collège, ça agit, ça influence, les déterminants sociétaux et enfin les déterminants commerciaux qui sont vraiment un axe sur lequel il est important d'agir. Je vous présente la même chose de manière un petit peu différente. Un ado, en fait, il est soumis à différentes influences. D'abord, il y a ce qu'il est, sa personnalité, son âge, sa génétique, le fait d'avoir ou pas, par exemple, des troubles psychiatriques. La période de l'adolescence, c'est une période de grande fragilité psychiatrique. Donc, on a aussi ces facteurs-là qui peuvent renforcer des comportements à risque. Familiaux, le comportement des parents, leur attitude, la manière qu'ils ont ou pas de poser un cadre, les problèmes qu'on a eu dans l'enfance, l'alcoolisation fétale. Catherine est là. On sait qu'un jeune dont la maman a consommé de l'alcool quand elle était enceinte va être davantage à risque de développer lui-même une consommation. Enfin, la famille, c'est le milieu le plus influent sur un individu. Mais au niveau de l'environnement, je vous le disais, selon les fréquentations, le groupe de copains, l'établissement scolaire, va y avoir aussi des déterminants qui vont protéger ou pas. Sociétaux, un jeune qui naît en France sera beaucoup plus à risque qu'un jeune qui naît en Islande. Les normes dont on vient de parler qui agissent, et puis commerciaux. On le sait aujourd'hui, un des déterminants majeurs de la consommation d'alcool des jeunes, ce sont tous les messages, les stimuli pro-alcool qu'ils reçoivent, et cela dès leur plus jeune âge, parce que nous avons en France une loi E20 qui a été malmenée, et on a une omniprésence de la publicité et du marketing indirect de l'alcool dans l'univers des enfants et des ados. Ils le disent dans les enquêtes, ils le disent eux-mêmes, ils sont inondés de messages en faveur de l'alcool. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de déterminants qu'on pourrait détailler à chaque fois. On pourrait à chaque fois dérouler comme ça pour aller voir toutes les racines, les sources, mais il y a un ensemble de déterminants, si bien qu'on ne peut pas expliquer ça de manière simpliste. On ne peut pas dire qu'il y a une raison qui fait que les ados boivent de l'alcool. Il y a un ensemble de facteurs et il va être important pour agir en prévention de vraiment mettre en place des mesures sur chacun de ces facteurs. Voilà, quelques petites images pour vous montrer le matraquage du marketing de l'alcool qui utilise beaucoup des codes liés à l'enfance, même si c'est interdit en théorie. Mais si vous allez vous balader dans les supermarchés, vous verrez que l'alcool est mélangé avec les bonbons, il y a des couleurs comme ça, très enfantines, du rose pour cibler les filles. Enfin, le marketing de l'alcool a des pratiques qui sont extrêmement
délétères et qui participent, on le sait, à la banalisation et à la valorisation de l'alcool dès l'enfance, hein, dès l'enfance. Voilà. J'étais un peu rapide, mais voilà pour ce que j'avais déjà à vous dire sur les déterminants. Est-ce que ça fait écho à ce que vous observez, vous, sur le terrain, ce que vous saviez déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ou sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Oui, Sylvie? C'était pour dire OK. C'est pas le lever la main là, c'est le pouce. D'accord. Donc voilà, Pardon. bon, c'est des choses, d'accord, qui ne vous surprennent pas. Ça vous fait quoi quand vous pensez à tout ça, il y a une émotion qui vous vient, quelque chose qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire quand vous entendez ça? Bah, en fait, moi, je me dis que c'est une bataille sans fin vu la puissance du lobbying alcoolier. On voit régulièrement les attaques qu'ils font, même contre les associations de prévention, hein, qui sont accusées de prohibitionnistes, alors que c'est pas du tout ça. Je vois pas comment on peut gagner. En Ouais. plus, quand on a un président de la République aujourd'hui qui en fait facilite finalement le lobbying aussi alcool. Je vois pas ce qu'on peut faire mieux, et on voit que la loi E20 a été complètement démantelée. Voilà. C'est vrai qu'il y a un risque de découragement. L'idée, c'est au maximum d'intégrer des jeunes dans nos associations. Ils ont des associations eux-mêmes, ils font des choses, hein. Ça bouge quand même, hein. Moi, je suis sur Angers, je ne sais pas si les gens connaissent. Là, c'est carrément fait par la ville. Ils sont employés, donc rémunérés, etc. Ils montent des stands, place du ralliement, donc la place centrale angevine, jusqu'à 1h du matin, etc. Il y a des choses qui se passent, hein, quand même. Alors, évidemment, ça fait pas de miracle, mais voilà, ils sont en tout cas au courant. Et conscients des risques, et comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup dans la bienveillance entre eux aussi, hein. Même pas seulement en voiture, hein, ramener les gens à pied, etc. Bon, on a eu quelques morts aussi sur Angers, hein, dans la Maine. Donc, ça a quand même marqué beaucoup les jeunes. Voilà. Effectivement, des mesures des dispositifs de réduction des risques qui se développent un petit peu partout dans les villes en France. On voit avec notamment des jeunes gens mobilisés pour faire de la prévention eux-mêmes avec des professionnels. On voit des dispositifs qui se mettent en place. On le voit malheureusement, ça n'a pas encore vraiment permis d'infléchir les usages. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Ce qu'on va voir... Mais voilà, depuis quelque temps, depuis 10-15 ans même, hein, c'est pas depuis hier, de plus en plus de collectivités locales s'emparent de la question, effectivement. Il y a une main levée. Il y a une main levée, oui. Oui, bonjour. Estelle Vignal, donc Centre social Maison Bonhomme sur Apt. Ce qui m'interpelle pas mal, moi, c'est cette banalisation dans la sphère familiale, le fait que les jeunes puissent évoquer leur alcoolisation excessive devant leurs parents. Je trouve qu'il y a quelque chose qui interpelle sur les relations au sein des familles, et je m'interroge aussi sur la place des parents dans ce type de comportement, en fait. Je pense qu'il y a un rôle à jouer en tant que parent, et ça veut peut-être dire aussi que les relations ont changé au niveau de la sphère familiale. Est-ce que les parents tolèrent beaucoup plus ce genre de comportement de la part de leurs enfants? Voilà, ça me questionne assez. Est-ce que c'est pas vu par les parents comme une initiation, en fait, si leur propre enfant n'a pas eu une biture, en fait, entre guillemets, en fait, c'est pas, en fait, on passe sur le côté de l'ado à l'adulte, hein, comme il y a eu dans d'autres populations. Est-ce qu'on n'est pas sur le côté, finalement, si t'as pas eu ta biture, t'es pas un homme ou t'es pas une fille, voilà. Comme un rite initiatique. Voilà. Alors, je vois Michel qui lève la main. Parce que j'ai appris que j'avais été subversif en buvant dans mon coin dans ma jeunesse. Mais, comme je suis encore très jeune, ça va. Mais par contre, moi, ça me faisait écho parce que effectivement,
Dans le temps, il fallait aller aux prostituées avec les grands-parents ou les pères, paraît-il. Bon, c'est quelque chose dont on ne parle plus du tout. Mais maintenant, effectivement, peut-être que le passage alcool et le passage biture est un rite initiatique, comme disait Bernard. En même temps, ben voilà, c'est un état de fait. Maintenant, il faut voir ce qu'on peut en faire. Et la prévention, ben peut-être que c'est aussi d'amener les parents à discuter de ça et à éduquer maintenant les parents, parce que maintenant qu'effectivement ils vont avoir ça dans la figure que leur enfant a eu une alcoolisation importante, comment les amener eux à amener leur enfant à ce que ça soit effectivement quelque chose qui ne soit pas obligatoirement quelque chose de valorisé et un exploit dans la vie, quoi. Ce qui est vraiment troublant, c'est que nous n'avons jamais eu en France vraiment de programme ambitieux à destination des parents. Moi, je suis en train de terminer l'écriture d'un livre sur les parents. Je viendrai volontiers vous en parler dès qu'il sortira, là, en cours d'année, parce que ça fait 7 ans que j'étudie les messages de prévention et l'éducation préventive et ce que peuvent faire les parents. Et j'ai beaucoup de sources internationales, mais pas grand-chose en France. On a oublié de s'adresser aux parents. Alors qu'il y a énormément de choses, ce sont effectivement les premiers influenceurs sur les enfants. Et je crois qu'à l'heure actuelle, sur cette question d'alcool, parce que nous sommes en France, les parents, ils sont surtout très démunis. Ils ont conscience des risques. Je peux vous dire qu'ils flippent. Moi, je suis maman d'une ado, j'ai plein de parents d'ados, j'ai 3 enfants. Je peux vous dire que les parents sont inquiets. C'est juste qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils savent pas comment en parler. Est-ce que je dois dire ceci, cela, comment je en parle? Donc, je crois qu'il y a vraiment eu un problème de transfert de nos connaissances scientifiques sur la prévention efficace. On n'a pas encore transmis ces informations aux parents et puis au grand public en général. Et voilà, donc c'est un grand chantier. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et ça me mène très directement à la prochaine question du quiz, d'ailleurs. Il y a une main, il y a encore une main levée. Okay. Sabrina. Oui. Sabrina. Bonjour Guylaine, bonjour l'équipe d'Arca Sud, merci pour cet Arca Café. J'avais une petite question qui va en lien avec notre discussion, c'est de savoir notamment sur l'expérience en Islande et cette politique proactive pour la prévention des jeunes. Est-ce qu'il y a eu une étude d'évaluation en population générale par rapport à ces messages de prévention qui ont été donnés aux jeunes? Est-ce que ça a eu un impact sur la consommation en population générale? Oui. Ah, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas vous dire pour l'Islande. Il faudrait que je regarde. Je sais que certains programmes de prévention vers les enfants, on voit que ça fait baisser la consommation des parents. Aux États-Unis ou d'autres. Mais en Islande précisément, alors est-ce que la consommation, je ne sais pas. D'ailleurs, il faudrait voir quels sont les usages de ces jeunes qui ont bénéficié au tout début de ces politiques aujourd'hui. Je me renseignerai à l'occasion. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est très important de sensibiliser la société tout entière parce qu'on n'arrivera à rien si on ne change pas les représentations d'abord et avant tout des adultes. Les enfants, ils naissent pas comme ça avec des représentations toutes faites. C'est nous qui les éduquons, c'est nous qui leur transmettons cette idée selon laquelle consommer de l'alcool, c'est la norme, etc. Donc, tout ça est bien entendu lié. Ça m'amène, est-ce qu'il y avait une autre question Il nous reste 10 minutes. 10 minutes. Pardon. Alors oui. J'ai beaucoup parlé aussi, désolée, mais vous pensez que le fait que le jeune raconte sa cuite, c'est négatif? Enfin, moi, j'aurais plutôt pensé le contraire, parce que justement, ouais, le jeune qui va le faire plusieurs fois, du coup, les parents peuvent s'inquiéter beaucoup plus. Enfin, libérer la parole, je trouve ça très important, mais au contraire. C'est pas ce que je disais pas qu'il fallait pas le faire. Je disais juste que c'était devenu quelque chose, voilà, on raconte ce qu'on fait, on raconte nos cuites, c'est plus que, il y a plus ce sentiment de faire quelque chose dans le dos des parents en cachette, voilà, il y a cette idée que c'est la norme, et après, c'est très difficile de répondre à votre question, parce qu'il y a autant de jeunes et de familles, c'est vraiment des contextes toujours très, très différents. Puis quel est le type de relation, quel est le type de communication, quel message les parents vont donner. C'est très difficile de répondre sur. Mais voilà, c'était souvent, moi je vois des parents qui blêmissent quand même un petit peu, qui se disent
Ouais, je comprends. Quand les jeunes racontent, moi souvent ils me racontent parce que je suis dans le domaine et je vois les parents, en fait, ils entendent et souvent ils découvrent des choses et des fois ils commencent à se dire, oups, je n'avais pas réalisé quand même que c'était à ce point-là. Ils savent pas trop comment réagir en fait, souvent, et que dire. Mais de toute façon, j'ai presque envie de dire, c'est un petit peu tard à 17-18 ans. En fait, la prévention devrait commencer dès le plus jeune âge, hein, dans l'enfance. Ce que vous avez, la situation quand votre ado a 16-17 ans, tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est peut-être réduire les risques et les dommages, ce qui est déjà beaucoup. Mais une vraie prévention, ça commence tout petit, dès l'école élémentaire. Donc, juste pour terminer, parce qu'il nous reste que 5-10 minutes, selon vous, la phrase à consommer avec modération, est-ce que c'est un avertissement sanitaire obligatoire? Alors, Bernard. Donc, on est à 85% de vrai, 4% de faux et 11% ne sait pas. 84% de vrai. Je pense que c'est là un peu, il y a quelque chose à creuser. Non, ce n'est pas un avertissement sanitaire obligatoire. Je dirais presque que c'est un slogan marketing. En fait, le seul avertissement sanitaire obligatoire, c'est l'abus d'alcool est dangereux. Ça, c'est ce que vous êtes obligé d'indiquer sur une pub. D'ailleurs, des experts de santé demandent d'enlever l'abus. Ils souhaiteraient qu'on marque l'alcool est dangereux, point. Parce que le concept d'abus, c'est très, très flou. Comme la modération, c'est très flou. En fait, à consommer avec modération, c'est un slogan que les marques d'alcool volontairement rajoutent pour atténuer la portée un peu anxiogène pour le consommateur de l'avertissement qui précède. En fait, on vous dit l'abus d'alcool est dangereux, donc vous avez cette idée de dangerosité, et ils rajoutent à consommer avec modération. Ça vous soulage, c'est incitatif à l'acte d'achat. La modération n'est pas définie, on a tous un critère subjectif, mais surtout, ça invite à consommer. Et là où on s'est tous fait avoir, et vraiment, je le dis collectivement, sociétalement, c'est qu'on dit ça à nos enfants. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants en leur disant, tu sais, c'est à consommer avec modération et on pense que c'est un message de prévention. Alors qu'en fait, on ne le dirait pas pour la cigarette, on ne le dirait pas pour le cannabis, on aurait un autre propos. Mais parce que l'alcool est tellement ancré dans nos représentations sociétales et que ce message est tellement ancré, on pense que notre devoir est d'éduquer nos enfants à une forme de consommation définie de manière un peu floue. Voilà, c'est un peu le... C'est devenu un jeu, en fait. On le voit dans les émissions télé régulièrement où ils vont plaisanter autour de l'alcool et puis à la fin, l'animateur, vite fait, sur la rigolade, il va faire surtout consommer avec modération. Voilà. Mais on ne Et sait en pas fait, de ce que et ça ils veut ont quand dire. même fait la promo avant Ouais. tout ça, voilà. L'autre fois, je parlais avec un ado, justement, il y avait son père qui était là, et puis je lui présentais les repères de santé publique, il me disait, oh ben moi, 4 verres d'alcool, pour moi, c'est que dalle. Enfin, vous voyez? Donc pour lui, la modération, c'était 4 verres en une occasion. Pour lui, c'était ça la modération, vous voyez? Donc c'est très flou, et juste pour terminer en quelques minutes, on n'est pas bon en France. La Cour des comptes a fait un état des lieux sur notre politique de prévention. En gros, elle nous a dit l'État français ne met pas en place les mesures qui s'imposent. On n'a pas adopté, voilà, ça c'est tous les constats de la Cour des comptes. La Cour des comptes nous dit qu'il faudrait vraiment adopter des mesures efficaces. On les connaît, elles sont évaluées. Donc, il serait temps qu'en France, on adopte ces mesures. Quelles sont-elles, ces mesures? D'abord, il existe un ensemble de programmes qui ont été scientifiquement validés. Je vous ai mis quelques petits logos. On sait qu'ils sont efficaces. Ce sont des programmes à destination des familles, des programmes qu'on peut implanter en milieu scolaire, qui travaillent sur différentes compétences, qui donnent de l'information, mais ce sont des programmes, c'est-à-dire ils s'inscrivent dans la durée. C'est pas une séance d'information tous les 3 ans. Ce sont vraiment des programmes sur tout le cursus, donc on pourrait mettre en place. C'est important de le faire. C'est important, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de renforcer les compétences psychosociales des jeunes ou de les sensibiliser, de les informer. Ce qui est véritablement efficace, c'est de mettre ensemble un ensemble de mesures sur les différents leviers, je vous l'ai dit, et surtout de réglementer le marché de l'alcool. C'est ce que nous disent les chercheurs, notamment ce monsieur qui vient de publier gratuitement en ligne pour la première fois la 3e édition de sa grande méta-analyse. Il y a des chercheurs qui ont fait des méta-analyses qui ont étudié
toutes les mesures de prévention pour savoir lesquelles sont les plus efficaces. Thomas Babor, il nous dit « Je ne comprends pas pourquoi les États continuent à financer des actions de prévention en milieu scolaire, des campagnes de sensibilisation ou de communication qui sont certes intéressantes mais qui ont peu d'efficacité, alors qu'il suffirait de prendre des bonnes mesures de réglementation du marché pour infléchir considérablement la consommation des jeunes et des moins jeunes. » Si ça vous intéresse, vous avez une conférence, parce que c'est très rare qu'il s'exprime en français, il y a nos amis québécois qui l'ont invité, donc il a présenté Thomas Babor, qui est quand même le grand chercheur. Il y a une petite conférence québécoise avec traduction simultanée. Vous pouvez écouter tout ce qu'il a à dire sur la recherche scientifique sur la prévention. Et ça rejoint ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande aux États de prendre des grands programmes de prévention structurelle autour de 5 grands axes qui visent à limiter l'accès à l'alcool, des actions de prévention de l'alcoolisation au volant, le renforcement du dépistage, des interventions brèves et de l'accès aux soins, mais surtout concernant les jeunes, réglementer strictement la publicité sur l'alcool, le marketing de l'alcool, notamment aujourd'hui sur les réseaux sociaux, encadrer strictement ça, augmenter les prix de l'alcool grâce à des taxes notamment, d'ailleurs la Cour des comptes le recommande, une réforme de la fiscalité sur l'alcool, une politique de prix adaptée, et puis de manière générale, rendre l'alcool moins attractif, moins séduisant et moins accessible. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, je vois qu'il nous reste quelques minutes, mais en gros, voilà, tant qu'on ne réglementera pas le marché de l'alcool, et notamment le marketing qui vise les enfants et les ados, on aura beaucoup de mal d'être efficace dans nos actions de terrain. Voilà. Michel, je vois que vous avez levé la main. Non, c'était pour applaudir. Merci, désolée, j'ai essayé d'être un petit peu rapide sur la fin, parce que c'est passionnant. Moi, j'aimerais parler des heures de ce sujet. Est-ce qu'il y a quelques réactions par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que ça vous surprend? Non, ça vous laisse sans voix. Ce que je veux dire, Bernard, c'est que, en fait, c'est vrai que c'est décourageant parce que nous, on est sur le terrain, et on a l'impression de faire des ronds dans l'eau parce qu'on a beau travailler avec des individus, avec des groupes, tant qu'il n'y a pas des grandes mesures, des grandes politiques publiques, des grands cadres, on n'avancera pas beaucoup. Donc, ça nous dit, en fait, ce qu'on devrait faire pour être efficace, c'est du plaidoyer, du plaidoyer, du plaidoyer, quoi. On en vient à devoir faire de la politique, alors que c'est pas notre métier à la base. C'est ça. Oui, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un travail sans fin parce que à chaque fois qu'il pourrait y avoir une avancée de la part de la prévention, le marketing de l'alcool va trouver d'autres parades et mais oui, puis c'est bien comment les Islandais ont réussi ça. Rien que pour le pictogramme sur les femmes enceintes, oui, Catherine, c'est des combats et des combats sans fin, et on n'a toujours pas réussi à faire augmenter d'un millimètre ce petit picto, parce que les marques d'alcool, elles savent que le nerf de la guerre, c'est le packaging, c'est le marketing. Est-ce que des emballages comme les paquets de cigarettes qui soient tous pareils, est-ce que c'est des choses… Alors, ça arrivera. Peut-être un jour. Alors, peut-être pas à ce point, mais en tout cas, je vais vous donner juste un exemple pour vous dire à quel point c'est compliqué. Hein. Il y a des recommandations de l'Europe, notamment, ne serait-ce que de faire figurer la liste de la composition des boissons alcoolisées. C'est quand même la seule denrée alimentaire préemballée qui a une exonération de l'obligation de faire figurer ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas quand vous achetez un prémix quel pourcentage de sucre, etc. Déjà, rien que ça, impossible de l'obtenir. On a eu au Canada des chercheurs, des universitaires qui ont voulu savoir si mettre un petit carré, l'alcool provoque le cancer, un petit avertissement, c'était efficace. Et bien, ils ont été obligés de suspendre l'étude. Au bout de quelques mois, les marques d'alcool ont réussi à faire interdire cette expérimentation parce que c'était… voilà, donc ça paraît bien compliqué, mais peut-être un jour, et puis surtout, vraiment faire appliquer la réglementation sur la publicité qui n'est pas censée être incitative comme elle est aujourd'hui. Mais c'est très difficile, vous ne pouvez pas toucher à l'étiquette. Des cabinets de lobbying très puissants sont à l'Europe,
en train de faire du lobbying pour qu'on ne touche pas aux emballages des boissons. On ne peut pas toucher aux étiquettes. On n'est pas prêt d'avoir des bouteilles avec des emballages neutres comme on a pour les cafés. Ah non, c'est dans 50 ans, mais. Peut-être un jour. Après, voilà, c'est des choix. On va s'arrêter là. Les gens commencent à partir. Merci Il est beaucoup. 9h. Il est 9h. C'est le format 1 heure. Et bien voilà. Mais on est arrivé au bout quand même. Oui, merci Guylaine. De toute façon, le but, c'est aussi de donner envie d'aller plus loin, en fait, hein. C'est aussi ça le but de César Café. Donc, je remercie tout le monde, Guylaine aussi, pour ton intervention très intéressante. On se retrouve le 10 janvier pour une nouvelle saison. On continue l'année prochaine. Donc, le 10 janvier, le thème, ça sera autour du GHB. Voilà. Donc, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Eh bien, merci à tous. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.